avant-dernier petit chapitre, l'Europe. Mais on est parfois assez pessimiste en ce qui concerne l'Europe. Je dois dire que le traité de Lisbonne est un traité important. Il y a là-dedans une douzième de mesures d'une extrême importance. Il y aura quelques fonctions d'un très grand impact qui seront créées, comme la présidence du Conseil européen. J'en étais pas un grand partisan, car on risque d'instaurer un contrepoids, une dialectique un peu perverse entre le président du Conseil qui va vouloir se faire valoir comme le président de l'Union. He is the president of the Union. Il va discuter avec le président des États-Unis, alors que ses pouvoirs sont pratiquement nuls. Enfin, psychologiquement, c'est une fonction évidemment importante. Et il y aura une certaine rivalité entre ce monsieur ou cette dame-là et le président de la Commission, qui, selon le père fondateur de l'Europe, doit être le personnage principal. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais enfin, au moins, l'Europe aura un visage. Alors on pense déjà à des noms. M. Sarkozy aimerait bien que M. Tony Blair devienne le premier président de l'Union. Bonne idée. Possibilité éventuellement d'attraper les Anglais et de les associer à ce qui se passe au cœur même de l'Europe. Pas de mauvaise idée. Et Blair est un homme brillant et très habile. J'imagine qu'il ne l'aura pas. Les autres vont s'y opposer. L'autre candidat, plus ou moins avoué, qui est aussi un homme brillant, qui sort d'un tout petit pays, c'est évidemment M. Jean-Claude Juncker, le Premier ministre de Luxembourg. Il a de fortes chances de devenir le premier président de l'Union. Le prochain haut représentant de la politique étrangère, qui ne pourra pas se nommer ministre, mais enfin, il sera haut représentant, ce ne sera plus M. Solana. D'aucuns songent à M. Verhofstadt. Mais entre nous, si Juncker devient président de l'Union, un Belge ne peut pas occuper la seconde fonction dans l'Union. Parce qu'on confond souvent luxembourgeois et belges. Alors il faudra prendre quelqu'un d'autre. Peut-être M. Blair, c'est pas bête de mettre Blair comme haut représentant pour la politique étrangère. Et le président de la Commission, il n'est pas exclu qu'on prolonge M. Barroso, qui finalement a fait un bon travail, évidemment. Il a un poste difficile, on est très nombreux, mais je crois qu'il sera prolongé. Donc, lisez le traité de Lisbonne, il y a là-dedans des choses importantes et très utiles pour l'avenir de l'Europe, qui va pouvoir se consolider. L'Europe va évidemment continuer à s'élargir. De Balkanlanden zullen geleidelijk aan allemaal lid worden van de Europese Unie. Er is natuurlijk het dossier Turkije. Dat is een heel moeilijk dossier. Ik was eergisteren op een voordracht van mevrouw Simone Veil. Die disait Turquie, ça jamais, c'est pas un pays européen. Puis quelqu'un demandait dans la salle, mais madame, où s'arrête l'Europe? Elle disait, donnez-moi une carte, je vais vous le montrer. Dat is natuurlijk een tamelijk, excuseer me de uitdrukking, primaire redenering. Wat men niet beseft, en wat de politici onvoldoende uitleggen aan de mensen, is dat er een veel wat in verschil is tussen het Europa van het verleden en het Europa van de toekomst. We leven vandaag in het Europa van de toekomst. Het Europa van het verleden is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, ook als een verdediging tegen het oprukkende communisme in Europa. Vader Stalin is naast Jean Monnet en naast Robert Schuman een van de vaders van Europa. Als anti-reactie. Dat Europa, dat 40, 50 jaar lang heeft bestaan, was defensief, protectionistisch, introvert, gesloten. Sinds de val van het communisme, de explosie van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog, is Europa extrovert, uitbreidend, offensief en open. J'étais l'autre jour, enfin il y a quelques semaines, à Trèves, Trier, qui est d'ailleurs la ville de naissance de Karl Marx. Il y a une splendide exposition consacrée à l'empereur Constantin. Et quand vous entrez dans l'immeuble de l'exposition, dans le hall d'entrée, il y a un immense mur couvert d'une immense carte qui vous donne les dimensions de l'Empire romain
à l'époque de l'empereur Constantin. Il y avait l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de l'Est, jusqu'aux confins de l'Union soviétique, tout le Moyen-Orient, la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, l'Iran d'aujourd'hui, même une partie de la vallée de l'Indus. Il y avait le nord de l'Égypte, il y avait le nord de l'Afrique. C'était là l'Empire romain, dont la Turquie était une partie intégrante. D'ailleurs, la Turquie est restée partie intégrante de l'Empire romain de l'Est jusqu'en 1453. La Turquie est turque que depuis 7 siècles, alors qu'elle fut romaine pendant 2000 ans. Ma conviction en fait depuis longtemps, la balle est dans le camp de la Turquie. Si la Turquie remplit toutes les conditions qui sont sévères, y compris les critères de Copenhague, moi je trouve qu'on ne peut pas rejeter la Turquie. Si elle la rejette, on risque d'avoir une réaction en force et un retour de flamme islamiste et fondamentaliste qui n'est pas dans notre intérêt. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Dernier mot, situation économique internationale. Elle est inquiétante. Elle est beaucoup plus inquiétante qu'on veut l'avouer. Perte du secteur financier, commencée par les subprimes, aujourd'hui, au moins 400 milliards de dollars. Certaines banques seront sauvées grâce à une prise de participation des Émirats et peut-être de la Chine. On va vers un resserrement de la réglementation du secteur financier, avec un danger d'excès de néo-étatisme. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même les Français y pensent, même s'ils sont libéraux, ils sont convertistes, ils y songent, et la Commission y songe, tout le monde y songe. Le Fonds monétaire également. Donc tout cela est inquiétant. La technique utilisée est évidemment, ça va maintenant avoir été une catastrophe. Non seulement ils ont accordé des crédits dans des conditions extrêmement discutables, mais ils ont transformé des crédits qui sont des dettes en créances en les titrisant. Et donc ces titres, ces créances, ces dettes titrisées se sont réparties comme une espèce de virus à travers toute l'économie mondiale, avec des conséquences extrêmement graves pour notre économie. Vous voyez ce qui se passe en bourse, bien que les actions soient de très bon marché aujourd'hui. Le PI en Europe est aujourd'hui de 15, 16, 17, donc on peut faire des occasions. Ça n'empêche pas que la bourse s'effondre petit à petit et que les autorités monétaires sont devant un grave dilemme: augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation ou baisser les taux d'intérêt pour à nouveau raviver la croissance économique. C'est donc une très grave difficulté. Et je vous dis, c'est déjà le sujet de la seconde partie, je ne vais pas faire de prédictions, mais il n'est pas exclu que les problèmes économiques, au cours des prochains mois, deviennent tellement graves que tous nos problèmes belges domestiques, Bruxelles, soient complètement éclipsés. On va à nouveau appliquer le vieil adage: primum vivere, deinde philosophare et communautarisare.